Et je suis en fait assez convaincu qu'avec ces nouvelles mesures, nous allons dans la bonne direction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Mozart. Soyez le bienvenu. Le plaisir est pour moi. Je suis très content d'être pour la première fois dans ce merveilleux studio. Je me réjouis également. Laurent Mozart est membre du CSV. Il a été président de la Chambre des députés de 2009 à 2013. Et en fait, je crois que vous êtes membre de cette chambre sans discontinuer depuis 1994. Donc, vous allez fêter vos 30 ans à la Chambre. Je vais bientôt fêter mes 30 ans à la Chambre et je vais probablement obtenir une grosse médaille. Très bien. Donc, on va peut-être pour donner du contexte, rappeler que votre père, Nicolas Mozart, était également membre du CSV. Il a même été président de 1972 à 1974. Ensuite, il a été European Commissioner, donc à la Commission européenne en 1985, et ambassadeur du Luxembourg en Italie. Donc la politique dans la famille, c'est quelque chose qui se passe de génération en génération. On peut le dire, mais je ne sais pas si mes fils vont reprendre le flambeau. Très bien. Donc on va directement rentrer dans les sujets et beaucoup de gens vous ont vu, vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Moi, je vous suis évidemment sur LinkedIn et on vous a vu interpeller régulièrement le gouvernement et spécifiquement le ministre des Finances, Gilles Roth, notamment sur la problématique des comptes bancaires. On a vu la semaine dernière une réponse et puis vous avez répondu et des gens comme moi s'interrogent en disant « vous êtes membre du CSV, lui aussi, est-ce que vous devez passer, les chemins sont tellement longs qu'il faut passer par les réseaux sociaux pour lui parler ?» Non, d'abord, je dois dire que je suis maintenant heureusement membre de la nouvelle majorité, ce qui ne veut pas dire que j'ai perdu en route mes principes et mes convictions. Donc, si j'ai des questions à poser, je continuerai de les poser, mais je les discuterai également en tête-à-tête avec moi ou avec mes ministres. D'ailleurs, je discute régulièrement avec Gilles Roth de sa thématique des comptes bancaires, comme je discute également avec lui de nombreux autres sujets. Un sujet qui va d'ailleurs nous occuper dans les semaines qui viennent, c'est le fameux DORA. On n'aura probablement pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais c'est un autre sujet sur lequel je m'entretiens régulièrement avec lui. Donc je trouve que c'est une bonne chose de discuter en tête-à-tête, mais d'un autre côté, il y a la communication, parce que le contenu de mes discussions avec Gilles Roth reste bien entendu confidentiel, mais d'un autre côté, il y a des messages que je voudrais effectivement transmettre à tous ceux qui s'intéressent à la place financière, qui s'intéressent au monde économique. Et c'est la raison pour laquelle je publie presque toutes mes questions parlementaires. Je publie également, dans la mesure du possible, les réponses à ces questions parlementaires. Mais comme vous n'êtes pas sans le savoir, je pose souvent également des sujets d'actualité, surtout dans le domaine économique, dans le domaine de la place financière, mais également, vous l'avez certainement constaté, par exemple au niveau de la sécurité dans notre beau pays et dans notre ville de Luxembourg, qui est également un sujet qui me préoccupe depuis de très longues années. Très bien, et ça m'amène à la deuxième question, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas la complexité de l'appareil politique luxembourgeois. Pour résumer, vous avez un gouvernement qui est élu et qui arrive en général avec des gens, souvent assez jeunes d'ailleurs, ministres qui sont catapultés en haut du ministère. En dessous, vous avez une machine administrative avec des gens qui étaient là avant le ministre et qui seront là après le ministre. Vous avez la Chambre, dont vous êtes membre, qui doit encore voter les propositions que les ministres auront formulées, qui auraient été validées par l'appareil. Et vous avez encore les communes et puis des administrations très indépendantes comme les impôts, comme la CSSF et j'en passe. Donc, ma deuxième question, c'est on dit souvent « let's make it happen ». Mais finalement, après 30 années de croissance effrénée, est-ce que c'est encore possible to make things happen? Oui, et pour ajouter à la complexité du dossier, j'ajouterai encore l'Union européenne. Parce que l'Union européenne
est le premier acteur qui nous transmet beaucoup de règlements, beaucoup de directives et qui rend la vie quelquefois plus compliquée que ce qu'elle était auparavant. Et comme vous le savez, une très grande partie des projets de loi sont en fait des transpositions de directives européennes qui deviennent d'ailleurs de plus en plus complexes et qui exigent également de nous, Chambre des députés, une certaine connaissance de dossiers assez techniques. J'ajouterai également à votre énumération un autre acteur très important, le Conseil d'État, qui rend donc des avis sur tous les projets de loi, même sur les règlements grand-ducaux. Et le Conseil d'État a souvent des positions assez déterminées. Et vous savez qu'il a en fait un instrument, les oppositions formelles, qui nous obligent, qui obligent donc le gouvernement, également la Chambre des députés, à amender leurs projets. Quelquefois, le Conseil d'État formule plus qu'une seule opposition formelle. Moi, j'ai vu, surtout avec le précédent gouvernement, des projets de loi où il y avait plus de 20, 30 oppositions formelles, ce qui a en fait obligé le ministre à réécrire son projet de loi. Donc, tout cela ajoute à la complexité de la procédure, ce qui fait que malheureusement, aujourd'hui, la procédure législative dure beaucoup plus longtemps qu'à l'époque. Et vous savez qu'il y a également une certaine autonomie auprès de grandes administrations de l'État. Par exemple, pour un sujet qui nous passionne tous les deux, nous avons une CSSF qui par ailleurs fait un très bon boulot, mais qui est une institution qui a une autonomie et une indépendance. La même chose est vraie pour l'administration des contributions, pour l'administration de l'enregistrement. Ce sont en fait des institutions qui ne sont pas maintenant là pour faire tout ce que le gouvernement souhaite leur faire faire et ce qui rend souvent des choses plus compliquées. Je vous donne un exemple, par exemple au niveau des crédits hypothécaires. Vous savez, c'est un très très grand sujet. Le gouvernement, également le ministre des Finances, aimerait un certain assouplissement au niveau des règles pour ces crédits bancaires, notamment pour les crédits relais. Or, c'est la CSSF qui doit effectivement être d'accord, qui a certaines contraintes par rapport aux risques systémiques. Donc, cela rend les choses beaucoup plus compliquées qu'à l'époque. Et comme vous savez, j'ai encore une autre casquette. Je suis échevin de la ville de Luxembourg et les communes ont également une certaine autonomie. Donc, un gouvernement, une chambre des députés ne peut pas tout imposer aux communes, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui souvent des discussions assez longues avec tous ces acteurs pour trouver des solutions dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt du bon fonctionnement également de notre économie. Alors prenons 3 exemples concrets, comme vous le dites très bien, qui nous tiennent à cœur tous les deux. Je pense qu'on souhaite tous les deux que le pays réussisse encore une fois à démontrer sa résilience pour les 20-30 années qui viennent. Donc premier sujet, tout ce qui est le logement. On sait que depuis plus de 2 ans, il y a cette loi qui est en discussion avec des bonnes nouvelles, la réduction des 3 mois de garantie à 2 mois de garantie, le partage de la commission d'agence à 50% pour le propriétaire, 50% pour le locataire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Cette loi vient d'être rediscutée il y a 15 jours. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit votée ? Bon, effectivement, je crois que nous arrivons tout de même sur la ligne droite puisque les rapporteurs ont été nommés et le projet de loi est actuellement en discussion dans la commission jointe, commission des finances et commission du logement, puisque ce sont les 2 ministres qui sont concernés par cette loi. Donc j'ai bon espoir qu'en tout état de cause, avant les vacances d'été, ce projet soit définitivement adopté par la Chambre. Je dois tout de même dire que le fait que le nouveau gouvernement a déjà en fait envoyé des signaux forts, cela a tout de même déjà contribué
à un apaisement de la situation, ou du moins un léger apaisement de la situation. Et je suis en fait assez convaincu qu'avec ces nouvelles mesures, nous allons dans la bonne direction. Bon, il ne faut pas maintenant se bercer d'illusions que moi je n'ai plus. Donc, cela ne va pas changer de fond en comble la situation sur le marché immobilier. Il faudra beaucoup plus et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a annoncé pour l'automne une autre table ronde logement pour voir si effectivement les décisions prises vont suffisamment loin ou s'il faudra encore ajouter des amendements, venir peut-être avec de nouvelles initiatives. Mais en conclusion, je trouve qu'en ce qui concerne le logement, qui est effectivement le challenge numéro 1 pour le monde politique, les premières décisions qui ont été prises sont les bonnes, mais il ne faut pas s'arrêter à ces mesures. Il faudra effectivement faire un bilan au plus tard début automne. Alors peut-être une petite relance là-dessus. Effectivement, on sait que c'est stratégique pour tout le monde. On sait que le gouvernement a fait ce qu'il sait faire, c'est des mesures fiscales essentiellement. Mais on sait aussi que le problème est beaucoup plus profond. Ce sont tous ces terrains. Il suffit d'aller sur Google Maps, il y a des terrains partout. Et aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'il faut un changement d'approche en disant on a pratiquement doublé la population en 50 ans. Peut-être qu'il faut aussi changer les règles d'il y a 50 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est impossible pour un Premier ministre de dire, en luxembourgeois, on dit « get le doer », maintenant « enough is enough ». Je veux cette loi votée avant juin parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Bon, bien entendu, le gouvernement est tenu par des règles procédurales, on les a déjà abordées, mais les choses sont également très compliquées puisque nous avons encore, heureusement, un droit de la propriété et un droit des propriétaires. Donc même si l'État le voulait, on ne peut pas tout simplement en fait décider qu'on va construire sur tel ou tel terrain et je le vois moi-même tous les jours dans ma vie d'échevin, personne n'est content si à côté de sa maison, à côté de son appartement, on construit par exemple une nouvelle résidence. Donc, les gens veulent tout de même garder leur qualité de vie, veulent garder leur confort. Tout le monde, dans les réunions publiques, vient nous dire il faut construire beaucoup plus parce que sinon, nos enfants ne trouveront plus de logement adéquat. Mais à partir du moment où vous décidez de construire, vous avez tout de suite des pétitions, vous avez des syndicats qui viennent défendre les intérêts des habitants de ce quartier. Donc, ça devient… Des recours administratifs. Des recours, bien entendu. Donc, en fait, ça devient de plus en plus compliqué et les gens, aujourd'hui, n'acceptent plus beaucoup de concessions. Je peux vous le dire, on a actuellement un très grand projet en discussion, c'est le PAP Place de l'Étoile, où tout le monde est en fait d'accord pour dire il faut que les choses changent. Mais je vous dis, on a plus de 100 réclamations. C'est ça. Et donc, si tout le monde nous dit oui, il faut aller plus rapidement, oui, mais on a des droits, on est dans un état de droit et on a des citoyens qui défendent leurs droits. Absolument. Et on se souvient tous, lorsque la nouvelle autoroute a été construite, qui allait vers Schengen, qu'il a fallu pendant 10 ans prendre ce détour après Frisange. On pouvait d'ailleurs pas accéder parce qu'il y avait des recours. Et on a même un monument, évidemment, au Royal Amelius. On a ce petit morceau d'irréductible propriétaire, alors même que le projet a été fait par Lord Foster, qui est un des meilleurs architectes. Mais comme vous le dites, c'est aussi la beauté du Luxembourg où le propriétaire a encore des droits extrêmement forts. Donc, deuxième sujet qui nous tient très à cœur, les comptes en banque. Et là, j'ai un petit scoop, je l'ai reçu ce matin, je vous assure, c'est pas arrangé. Je viens de recevoir ma carte Revolut Business. J'ai créé le compte en moins d'1 heure. Il m'envoie un très joli truc, là, un bel emballage, là, voilà. Voilà ma première carte. J'en avais a priori pas besoin parce que j'ai la chance d'avoir une société qui est profitable et donc on arrive à obtenir des comptes en banque, mais j'ai voulu voir comment ça marche. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas hyper bankable au Luxembourg, c'est quasiment impossible d'ouvrir un compte en banque. Comment est-ce que vous souhaitez contribuer à trouver une solution?
Oui, vous savez, donc, on se suit réciproquement que c'est un sujet qui me préoccupe déjà depuis des années. Quand nous étions dans l'opposition, j'ai déjà pris certaines initiatives par rapport à l'ancien gouvernement et je continue. Et même si le gouvernement a changé, s'il y a un ministre des Finances qui m'est très proche, je trouve qu'on n'a toujours pas avancé suffisamment loin pour résoudre les questions qui se posent. Peut-être d'abord, je crois que ce sujet va plus loin que les banques. Parce que, pourquoi? Les banques, bien entendu, toujours refuser l'ouverture d'un compte, mais une banque ou les banques ne sont pas uniquement là pour leurs propres besoins, pour leur propre rentabilité, mais les banques ont également à jouer un rôle dans l'intérêt de notre économie. Une économie, une entreprise, des indépendants ont besoin de comptes bancaires. Et moi, je conçois qu'un compte bancaire ne peut pas toujours être rentable pour la banque, mais d'un autre côté, les banques ont également besoin d'activités économiques et donc, sans compte bancaire, on ne peut pas sérieusement développer une activité économique. Donc pour moi, au-delà des banques, c'est un sujet vital pour l'avenir de notre économie, surtout que nous voulons être une des plus grandes places financières du monde, d'Europe, et nous ne sommes même pas capables d'ouvrir des comptes bancaires à des investisseurs qui viennent à Luxembourg. Donc c'est un réel problème et moi je vois beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui sont dans les startups, qui ont des idées fantastiques, des idées innovatives et qui se heurtent tout simplement à une question banale comme l'ouverture d'un compte bancaire. Donc pour moi, ce n'est pas concevable et c'est déjà devenu un problème réel au niveau de notre attractivité. Sans aucun doute. Et donc, il faut essayer de trouver des solutions. Maintenant, je sais que les solutions ne sont pas faciles, comme souvent, et il y a plus qu'un seul problème au niveau de l'ouverture des comptes bancaires, mais comme je reçois, surtout dans les dernières semaines, beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonnes suggestions, je crois qu'il faudrait idéalement arriver dans un monde où le client potentiel d'un compte bancaire, le titulaire d'un compte bancaire, devra au début, lors de l'ouverture de son premier compte bancaire, suivre effectivement la procédure qui a ici à main. Mais à partir du moment où il a, une fois, en fait, fait toute cette procédure et qu'il veut ouvrir un deuxième compte bancaire auprès d'une autre banque, je ne vois pas la nécessité pour ce client de commencer, encore une fois, tout au début de la procédure. Donc, mon idée, je ne suis pas le seul à avoir cette idée, de voir est-ce qu'on ne pourrait pas, premièrement, en fait, faciliter l'échange d'informations entre les banques. Bien entendu, avec l'accord des titulaires de compte. Et deuxièmement, et ça serait peut-être la solution idéale, trouver un moyen pour obtenir, je dis, une sorte de passeport ou une sorte d'attestation délivrée par exemple, des PDF agréés sous l'autorité et sous la surveillance de la CSSF qui délivreraient ce genre de passeport. Parce que je ne trouve pas normal que quelqu'un qui a des activités ici à Luxembourg doit montrer ou doit démontrer sa bonne foi et sa honnêteté d'abord auprès de l'agence immobilière, ensuite auprès du notaire, ensuite auprès de la banque, auprès de l'avocat, auprès de l'administration communale. Ce n'est plus normal. Et à une époque où nous voulons tous avoir moins de formalités administratives, moins de bureaucratie, il doit tout de même être possible d'avoir, comme je dis, une sorte de passeport où on fait vraiment une fois toute sa procédure et à partir du moment où on a effectivement accompli avec succès, on reçoit un passeport. Cela ne veut pas dire que si le titulaire
refait par après une grosse opération immobilière, que cette opération immobilière soit soumise à toutes les contraintes à Hamal. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi, à Luxembourg, c'est devenu tellement compliqué pour ouvrir un compte bancaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai encore pris une initiative, celle de demander que M. Max, le directeur de la CSSF, et le ministre des Finances viennent dans une des prochaines réunions de la Commission des Finances pour nous dire comment on peut effectivement mieux avancer dans ce dossier, puisque je sais, je lui ai encore parlé pas plus tard qu'hier, que c'est également un souci réel pour notre ministre des Finances, qui voudrait également avancer dans le dossier. Donc je dirais encore une fois, avec toutes les bonnes idées qui existent déjà, hein, on doit tout de même trouver une solution. Oui, je pense que ce que vous dites un petit peu en filigrane, c'est le souci aussi de la culture. Hein, on dit aujourd'hui « let's make it happen ». Je passe ma vie, moi, à parler avec des gens à qui on n'arrête pas de demander un document supplémentaire. Donc, c'est pas « let's make it happen », c'est « let's complexify ». Et un point que j'ai jamais compris, c'est que vous avez un leader ici qui s'appelle iHub, dont la Poste est actionnaire, ça veut dire l'État est actionnaire. On est en 2024 et aujourd'hui, je ne peux toujours pas, alors que je le réclame, payer, je sais pas, 1 000 euros, 2 000 euros à iHub pour qu'il me fasse ma due diligence et ensuite aller voir la BCE, la BGL, la BIL. Et on peut vraiment se poser la question pourquoi Luxembourg rate une occasion tellement évidente d'être un pionnier européen. On va aller sur le troisième sujet, encore une fois, qui nous touche. Vous êtes originaire de Bonnevoie, je suis résident à Bonnevoie. On a vu, c'est un des quartiers avec la gare où la sécurité, alors on en parlait avant l'interview, réelle ou perçue, parce qu'évidemment il y a ces deux aspects, a tendance à aller vers le bas. Aujourd'hui, on a entendu le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, encore une fois, on a l'impression que personne n'est responsable et personne n'est coupable. Comment est-ce qu'on va régler ces problèmes de sécurité qui augmentent de manière réelle ou perçue au Luxembourg? Donc, vous avez tout à fait raison. Je suis né à Bonnevoie et j'ai vécu d'ailleurs toute ma vie jusqu'à ce jour à Bonnevoie. Donc, c'est un quartier que j'adore, que j'aime, qui me tient forcément à cœur. Et j'ai donc également vu l'évolution de ce quartier, justement au niveau de la sécurité. Et je ne voudrais tout de même pas uniquement parler de Bonnevoie. Nous avons des plus gros problèmes encore dans le quartier de la Gare. Nous avons même déjà maintenant des problèmes substantiels de sécurité dans le centre de la ville. Donc, c'est effectivement un sujet qui m'occupe surtout en ma qualité d'échevin de la ville de Luxembourg, puisque avec tous mes collègues, je reçois quasiment tous les jours, des mails, des SMS d'habitants de la ville qui se plaignent effectivement de la sécurité au niveau de la ville de Luxembourg. Bon, il faut se dire que malheureusement, sous l'ancien gouvernement, il y a eu des petits efforts au niveau du recrutement, mais le précédent gouvernement ne s'est pas vraiment attaqué à ce problème pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir. Je dois tout de même dire qu'avec le nouveau gouvernement et qu'avec le nouveau ministre de l'Intérieur et de la police, les choses sont en train de changer. J'étais moi-même à l'assermentation de 170 nouveaux policiers. Donc, l'actuel gouvernement continue de recruter vraiment un maximum de nouveaux policiers. On en a besoin, pas uniquement d'ailleurs dans la ville de Luxembourg, mais dans tout notre pays. Ensuite, le nouveau ministre est en train de travailler sur l'un ou l'autre sujet, notamment le fameux Platzverweis en allemand, qui est un instrument très important pour la police de pouvoir délocaliser des gens qui bloquent par exemple des entrées, qui bloquent également des accès à des commerces. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire. Deuxième mesure, à partir du 1er juin, commencera en fait un projet pilote au niveau de la police locale. Vous savez que c'était
une des très grandes revendications de mon parti lors de la dernière campagne électorale, l'instauration d'une police locale. Et maintenant, à partir du 1er juin, il y aura donc un projet pilote dans 2 communes, la ville de Luxembourg et la ville d'Esch-sur-Alzette. Et ces policiers auront donc pour priorité absolue la police de proximité. Et vous en avez parlé, on a un problème d'insécurité objective, mais on a également et surtout un problème d'insécurité ressentie, donc qui est plutôt une insécurité subjective. Et je crois que c'est important que les gens, les citoyens, ceux que nous rencontrons tous les jours, voient qu'il y a des policiers qui circulent régulièrement dans nos quartiers, dans nos rues, et qui sont là, effectivement, pour alarmer leurs collègues s'ils sont témoins directs, par exemple, d'une infraction ou d'une tentative d'infraction. Donc, je crois que c'est une deuxième démarche très importante que le gouvernement et surtout le ministre de la Police est en train de prendre. Mais là, comme pour les comptes bancaires et comme pour le logement, je ne me berce pas non plus d'illusions que je n'ai plus, surtout dans ce domaine. On ne va pas changer d'un jour à l'autre la situation dans le quartier de la Gare, parce qu'il nous faut bien entendu de la répression, mais il nous faut encore et également de la prévention. Et les drogués sont des gens malades auxquels il faudra donner d'autres options, aussi bien au niveau du logement qu'au niveau de traitement qu'ils peuvent effectivement subir. Donc, il y a en fait la prévention, et là, la ville de Luxembourg fait déjà beaucoup d'efforts, mais il y a également le volet répression, et j'espère qu'on réussira en fait à contrôler peut-être un peu plus la situation, surtout donc au niveau de la présence de la police sur le terrain. Donc, c'est tout un programme, mais comme je suis tout de même un optimiste, aussi bien dans la politique que dans la vie de tous les jours, j'espère qu'avec toutes ces mesures, on avancera également dans ce sujet. Très bien. Pour rebondir sur le sujet, effectivement, je pense que dans l'insécurité, il faut séparer, notamment dans la drogue, les consommateurs de drogue. J'ai assisté à une présentation d'Abrigado de M. Scharf il y a quelques jours qui disait qu'on ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, la population des drogués représente exactement les proportions de la population locale, c'est-à-dire beaucoup de Luxembourgeois, d'Italiens. Le mythe d'une invasion de migrants drogués est un mythe et une illusion. Donc ça, effectivement, je pense qu'il faut aider le CNDS et Abrigado pour prendre en charge ces gens du mieux possible. C'est très difficile. Et de l'autre côté, il y a la répression des vendeurs de drogue. Et peut-être le mot de la fin, c'est quand je suis arrivé au Luxembourg en 1996, déjà à l'époque, on parlait des problèmes de sécurité à la gare. Donc, pas grand-chose de nouveau, peut-être juste que l'ampleur a amplifié. Monsieur Mozart, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.